Bonjour à tous, ici Maxime Tremblay de l'Épée Légendaire. Vous écoutez le chapitre 161 de l'Épée Légendaire, le podcast. Bonjour à tous, vous écoutez l'Épée Légendaire, le podcast. Cette émission de balado-diffusion, on parle de jeux vidéo et de geekitude avec beaucoup de passion. Et oui, ma face est là, finalement. Parce que quand j'ai changé la scène puis que j'ai mis ça, ben, ma caméra n'a pas parti. Il a fallu que je rafraîchisse très très vite. J'espère que ça va bien tout le monde. Toi, Anthony, ça va bien? Bonjour. Ça va très très bien, et toi, Max? Ça va bien, merci. On est toujours avec Anthony Gravel, comme à l'habitude, collaborateur de longue date depuis le chapitre 42, 44? C'est une bonne question. Je sais que c'est depuis mars 2012. 2012 ou 2013? 2012 déjà? Il me semble que c'était 2012. Je sais plus. Ça fait longtemps. Ça serait plus 2013. 2012, je pense qu'on n'était pas rendu à 40 podcasts encore. On a starté en 2011. Mon erreur d'abord. Alors, mais oui, justement, je pense que c'était à peu près 6 mois après que vous avez commencé. Ah ouais? Il me semble qu'on a... Ah, c'est comme ça. On vérifiera. Il y a sûrement quelqu'un qui va nous dire ça sur le chat. Il y a quelqu'un qui le sait, c'est clair. Ah, c'est clair, on demandera à Mel. Ah non, on n'y parle plus, c'est vrai. C'est ça. Salut Mel. Nous autres aussi, on t'aime. On pense à toi. Peut-être que c'est pas le cas pour toi, mais nous autres, les gens normaux, on pense à toi. Pas moi. Allô. Kevin aussi. Salut Kevin. Salut. Je vais bien, Kevin. Tu sais, je pense à toi aussi. Oui. J'étais bien content du vidéo que vous m'avez envoyé avec Denis puis que vous me traitez de cheap. Ouais. Tu t'es fait ramasser. Yes. J'ai passé une belle semaine. Beaucoup d'Overwatch encore, comme à l'habitude. Je joue pas à d'autres choses ces temps-ci. Je fais vraiment juste ça. Sur Xbox, j'ai réussi à monter rang 3366, je pense. Ce qui est très élevé. Ça commence à être vraiment, vraiment cool. Puis j'ai pas perdu depuis comme 14 games. Ce qui fait que je monte autant que ça. Merci Catlas pour le host. Puis sur PC, ben, je suis collé dans le Gold L Elo. Fait que c'est drôle parce que c'est une façon de dire que quand on est vraiment bas en classement, on n'est pas capable de sortir de là parce qu'on joue avec des équipes qui sont basses en classement. Fait qu'on est comme pris un peu là-dedans. J'ai vécu la même chose sur Xbox. Ça m'a pris vraiment du temps à sortir de là. Mais enfin bref, je travaille là-dessus pour en sortir de l'enfer, du gold. Hello. Ouais. Toi, ta semaine est plus passionnante que la mienne, hein? Ouais, c'est un peu plus excitant. Plus varié. Un peu plus varié, effectivement, mais beaucoup de Nintendo. J'ai joué à Pokémon X, que j'ai terminé. J'ai joué aussi la démo de Pokémon Sun and Moon, donc on dirait que j'ai comme un petit peu commencé la démo, j'ai fait 30, c'est pas très long, là, peut-être une demi-heure, la démo de Pokémon Sun and Moon, puis tout de suite après, je me suis dit, j'ai besoin de plus de Pokémon, parce que me semble que c'est toujours à ce temps-ci de l'année qu'il y a un nouveau Pokémon qui sort, à l'automne d'ailleurs, Pokémon Sun and Moon s'en vient dans après un peu plus d'une semaine. Oui, c'est quasiment une tradition, puis on n'a pas des jeux originaux à tous les ans, mais souvent on va avoir une réédition ou quelque chose qui va paraître dans l'automne, mais oui, l'automne, il y a presque tout le temps un jeu de Pokémon qui sort, ouais. Oui, voilà. Donc, je me suis aussi retourné toujours du côté de ma 3DS avec Yokai Watch 2 Bony Spirits. J'ai lu la critique de mon ami Jean-François sur Geeks & Com. Ouais. Puis ça m'a donné l'envie de me lancer dans l'aventure. Ce qui est un petit peu plate, c'est qu'il y a la même introduction que le premier jeu, qui est quand même un petit peu longue, mais une fois que tu passes ça, le jeu est quand même très, très agréable, très joli. Puis les combats sont tellement plus dynamiques que Pokémon, que c'est ça que je trouve le point fort de Yokai Watch. Mais c'est quand même très, très enfantin. Ouais, non, c'est sûr, ça vise ce style de marché-là, mais c'est différent, mais c'est pas mauvais. Tu sais, on s'entend, c'est peut-être même meilleur pour certaines personnes. C'est juste que c'est un jeu qui est vraiment différent de Pokémon, même si on le compare une fois de temps en temps. Mais, wow, j'étais en train de regarder dans la caméra, j'ai vraiment un œil rouge, c'est fou.
En tout cas, bref. On va remettre ça sur le main. Fait que... mais c'est bon, c'est bon au nouveau jeu. Tu as terminé ta semaine avec du VR. Avec Eagle Flight, avec du VR de Ubisoft. En fait, j'y jouais déjà depuis un petit peu plus qu'une semaine. Puis là, j'ai publié ma critique sur Geeks.com. C'est le fun de jouer à un jeu qui est plus qu'une tech démo. Donc, il y a quand même une campagne puis un mode multijoueur. C'est pas une expérience complète, mais quand même, je pense qu'on a un meilleur rapport qualité-prix qu'il y a beaucoup d'autres jeux qui sont sortis récemment sur les plateformes de réalité virtuelle. Oui, comme Batman, le chapitre de Batman qui coûte quoi, 30$ puis qui offre à peu près 45 minutes de jeu. Voilà, celui-là coûte 45$ sur le site Oculus, mais 45$ canadiens. Mais là, tu as vraiment une campagne assez complète, puis un multijoueur qui est vraiment accrocheur, même s'il n'y a pas tant de modes, là. Puis il n'y a pas beaucoup de monde encore qui joue en ligne, donc des fois, c'est un petit peu long de trouver une partie. Mais honnêtement, je trouve que c'est bien réussi pour une première expérience VR par Ubisoft, là. Oui. Il y a beaucoup de trucs qui sont prometteurs dans le VR, puis on en a parlé souvent ici. C'est une expérience qu'il faut essayer, c'est une expérience qu'on ne peut pas vendre en parlant. Il faut vraiment te mettre la patente d'en face, puis bien paraître sur les podcasts. Exact. Ouais. Fait que là, toi, t'as craqué, t'as acheté le PlayStation VR. Ouais, j'ai craqué, j'ai acheté ça. Je me suis dit que, considérant que j'avais déjà une vingtaine de jeux, que c'était peut-être puis que c'était pas si pire en termes d'investissement, puis que j'avais beaucoup moins de haut cœur qu'avec les Oculus, que ça allait être un pas pire achat. Ouais. Et puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont sortir d'autres. Puis je pense pas m'acheter la PlayStation Pro par exemple même si c'est supposé être plus puissant pour supporter le VR, là, je pense que je vais m'en tenir à ma PlayStation normale. Je m'en sers pas assez de toute façon pour vraiment que ça en vaille la peine. On en reparlera quand tu auras acheté le PlayStation Pro. Ouais, c'est ça. On en reparlera dans 2 semaines quand on va être en marchand. Ouais. Mais on sait jamais. Des fois, moi, je suis comme ça. Souvent, j'ai pas l'intention d'acheter quelque chose. Puis finalement, le jour de la sortie, tu vas au magasin et tu vas à la boîte. Tu fais maudit, OK, bye. Maudit portefeuille encore par la fenêtre. Et voilà. On va encore dépasser le bonus que j'ai pas encore reçu. Ouais. Hey, Anthony, on n'avait pas de critique pour la semaine. Oh. Cette semaine, on voulait faire le tour de la question. On voulait parler beaucoup de Nintendo NX, qui a été révélé. Je pense qu'il y a assez de contenu là-dessus. Puis ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de Nintendo. Alors, c'était un bon moment pour en parler. Yes, une grosse journée Nintendo. Avant, on va quand même saluer les gens qui sont sur le chat, comme Okami, Malkut, Brad Martiga, Webelem, Binek, Brad Martiga, je l'ai dit, Catless et AKAJM94, ainsi que plusieurs autres. Donc, merci d'être là pour l'émission, comme à l'habitude. Vous êtes vraiment cool, gang. Merci. Nintendo NX, on a eu la révélation cette semaine. Avec le nom de la console, on sait à quoi qu'elle ressemble aussi. Elle s'appelle la Nintendo Switch. Petite présentation de 3 minutes que j'ai beaucoup appréciée. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais ça la présenter. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. C'est une bonne idée. Je pense qu'on va se faire flag rapidement, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, ça. J'ai le fichier d'enregistré local du podcast. Fait que quand je vais publier ça sur eplégendaire.com puis sur iTunes, qu'ils viennent me chercher voir. Fait que on va partir ça maintenant, tout de suite.
Nintendo Switch. Alors voilà, Anthony. Belle présentation. Ouais. Ils ont bien choisi la tune aussi, Aha Aha de White Denim. C'est quand même très entraînant. Yeah. Non, sérieusement, moi j'ai trouvé que c'était une superbe présentation. J'ai vraiment aimé ça. On présente beaucoup de choses. D'abord, on découvre le look de la NX, qui est grosso modo une tablette. On nous la vend comme une console qui peut être à la fois une console portable et une console de salon. Essentiellement, c'est vrai parce que c'est une tablette avec une station d'accueil, mais on se fera pas de cachette. C'est une console portable à la base. C'est une tablette. Oui, aucun doute. C'est grandement inspiré de ce qu'on a vu chez Nvidia par le passé. Oui, moi, ça me fait beaucoup penser... Oui, on va en parler tantôt, mais ça ressemble non seulement à une Nvidia Shield sur le papier, mais physiquement aussi. Puis Nintendo a travaillé avec Nvidia d'ailleurs sur ce produit-là, qui est très intéressant. En résumé, qu'est-ce que c'est? Je vais retourner à mon bureau ici. Donc, le Switch, comme on disait, est une tablette à laquelle on a une manette qui s'appelle les Joy-Con, qu'on est capable de snapper sur le côté, si on veut, de les attacher sur le côté de la console, pour en faire une console portable. Lorsqu'on s'en sert pas, on peut... ici, là, on voit l'image là, chez Polygon. Là. On a un docking station dans lequel on peut la déposer pour la connecter à l'écran, donc jouer avec une manette. Les Joy-Con qui peuvent être joints sur un autre adaptateur qui permet de faire une espèce de manette classique, une manette plus standard. Sinon, on peut les installer, les démancher de ça, puis les installer directement sur la tablette pour faire une console portable qui ressemble beaucoup dans ce mode-là à la PlayStation Vita. Je sais pas si ça te fait penser à ça. Ouais. Oui, elle est tout petite, mince, pas trop haute. T'as bien raison, mais avec un écran vraiment plus massif. Oui, un grand écran. Les jeux, c'est une carte. On voit, c'est... cartouche. Vous voyez pas mon pointeur, c'est plate parce que je voulais que vous voyiez mon pointeur. Attendez, je vais vous régler ça tout de suite. Propriété, capturer le curseur. Voilà. Fait que ici, on voit la game card. Fait que ça, c'est vraiment... Ça ressemble à une carte de 3DS, c'est pas le même format. Fait que ça, on sait que... Ça va être encore propriétaire, évidemment. Oui, c'est de la carte de jeu, c'est l'équivalent du jeu comme tel. C'est pas l'équivalent du stockage, hein, ça va être autre chose. On voit ici des gens qui jouent en multijoueur, ils sont 4, il y a 2 Nintendo Switch, et chaque personne joue avec une moitié un des 2 Joy-Con qui vient avec la manette. Fait que chaque Joy-Con peut être utilisé comme manette indépendante Wi-Fi avec l'appareil, donc on est tout le temps au moins 2 manettes avec l'appareil, ça je trouve ça cool. On s'entend que ça offre pas beaucoup de confort dans ce mode-là, mais c'est quand même le fun pour avoir un petit plaisir multijoueur on the go, tu sais, sur la route, ouais. Les Joy-Con, les voici dans l'autre... Oups, j'ai dézoomé. Dans l'autre image, je sais pas si je suis capable de zoomer plus que ça serait cool. Ouais. OK. Des Joy-Con ici. Fait que là, ça, c'est vraiment les 2 manettes qui viennent avec, qui peuvent être snappées sur le côté, mais être utilisées indépendamment. Ici, on nous présente que les gens jouent dans l'auto avec un accessoire qui est un support pour l'auto. Je ne sais pas si on va le vendre en magasin, mais on évoque la possibilité de, parce que c'est un appareil mobile, essentiellement. Puis ça, je vais peser beaucoup sur le mot à soir. Hein. C'est un appareil mobile. C'est important pour ce que je vais dire ensuite. Évidemment, ça va venir avec des accessoires. Donc, il y a une manette Pro Controller qui va être disponible. J'espère que celle de la Wii U va être compatible. Il me semble qu'ils ont pas mal reculé sur la rétrocompatibilité cette génération, apparemment. Là. Ouais, on va revenir là-dessus. J'ai un petit peu des doutes. Moi aussi, on va revenir là-dessus, mais au moins pour le contrôleur, il y a le même layout de boutons. Quoi qu'il semble avoir des boutons supplémentaires. Fait que s'il peut prendre un profil pour la manette Bluetooth, parce que c'est du Bluetooth sur la Wii U, fait que s'il peut prendre la manette standard, j'aimerais ça. Quand on l'utilise toute seule aussi, il y a un pied à l'arrière pour la laisser debout. Un peu à la manière de certaines tablettes Android et Windows là, qu'on peut voir. Ici, on voit un peu plus la manette avec les Joy-Con. Fait qu'il y a une grip pour les Joy-Con, pour les joindre ensemble puis faire une manette qui ressemble à une manette Pro, parce qu'on voit les
les supports pour les mains. C'est que ça donne un look, puis probablement une prise en main qui ressemble à la manette Pro. Il y a pas mal de différentes manettes dans le fond. Oui. Ben, en fait, on a deux manettes différentes. Une qui est le Joy-Con, puis l'autre qui est le Pro Controller. Puis t'as en fait avec la version portable là, qui a l'air presque d'une autre manette. Ouais, et qui est la moitié du Joy-Con, dans le fond, exact, qui est un des deux Joy-Con qui vient avec la patente. Puis on voit du multijoueur, puis à toute fin, ben, quelqu'un qui prend la tablette de la station d'accueil. Ça donne vraiment beaucoup de configurations possibles. C'est peut-être pas facile à saisir, mais moi, tout de suite, dès le départ, quand j'ai commencé à regarder ça, j'ai dit, je pense que c'est exactement ce que la Wii U aurait dû être au départ. Techniquement, peut-être que c'était pas possible, mais je pense que ça ressemble beaucoup. Les gens pensaient beaucoup que la Wii U, tu pourrais partir avec le gamepad puis faire exactement ce qu'on nous présentait dans cette vidéo-là. Hein. C'est vrai, il y a plusieurs consoles qui voulaient que ce soit comme ça. Même la Vita, ça devait être un peu une prolongation du PlayStation 3, mais ça s'est jamais concrétisé autant qu'en ce moment. Non, tout à fait. Où est-ce que je voudrais m'en aller avec ça? Mettons, ça c'est ce que c'est en résumé. Pour moi, c'est un appareil mobile. À la base, c'est pas une console de salon. Puis parce que c'est une tablette, hein. Techniquement, c'est un chip Tegra de Nvidia qui est là-dedans. C'est les mêmes puces qui propulsent les tablettes Android les plus récentes, les plus puissantes. Ouais, mais c'est une version custom dans le fond, un petit peu modifiée. C'est ça. Mais ça reste un appareil mobile. On ne sait pas ce qui est au niveau du système d'exploitation de la machine, on le connaît pas. Ça pourrait très bien être Android qui tourne ça en dessous. Puis pour cette raison-là, tout de suite, on sait que Nintendo vient de tasser la course à la puissance avec les autres consoles. On ne peut pas comparer un appareil mobile avec une PlayStation 4 Pro ou une Xbox Scorpio. C'est pas possible. Impossible. Donc les gaming, très haut graphisme, haute définition, qualité 4K 60 FPS, oubliez ça. Ça ne sera pas le cas. Je pense qu'on va avoir des beaux jeux, des jeux qui vont être très très beaux, mais dans l'optique où est-ce que ça va être un appareil mobile. Comme les plus beaux jeux mobiles que vous pouvez avoir sur iPad et Android présentement. Puis là, ce que j'ai bien compris, c'est que l'écran ne sera pas tactile non plus. Ben, on ne sait pas. Sait pas. Ouais, ça, on ne sait pas. Moi, j'ai l'impression qu'il est tactile. Parce que c'est juste que dans la présentation vidéo, on ne nous met pas l'accent. On n'y met pas l'accent du tout sur si l'écran est tactile ou non. Fait que là, comme chez Polygon, on sait pas. On soulève la question, puis on en parle, mais on ne sait pas si c'est tactile. Moi, j'ai l'impression que oui. Je pense pas qu'on a créé une tablette avec des manettes avec aucun écran tactile dessus. Je pense qu'ils se réservent la surprise de nous en parler plus tard, parce qu'ils nous ont déjà dit qu'ils vont nous parler de plein de choses plus tard. Est-ce qu'il y a un stylet? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas. Non. Et c'est une bonne chose. Ouais, on n'a pas besoin de stylet. Non, c'est un autre truc à perdre. Là. Non, l'ère du stylet est passée. Est-ce que ça va être rétro-compatible? Nintendo a dit que non, à Polygon. Puis ils n'ont pas utilisé les termes de médias physiques non plus. Fait que les médias physiques, c'est sûr, on oublie ça. Puis même les jeux numériques, c'est vraiment pas sûr. Il y a un truc... tantôt qu'Atlas a dit, ils ont l'air d'avoir... Ils ont pas l'air compatibles, ils ont tout changé. C'est parce que historiquement, Nintendo avait une grosse historique de rétrocompatibilité de ses consoles depuis la GameCube. Puis ça, c'est important de le souligner qu'avant, ça n'existait pas. Puis c'est parce que de la GameCube à la Wii U, c'est la même architecture matérielle qui est en dessous. Fait que la rétrocompatibilité pour Nintendo, elle était super facile à faire. Puis quand tu ramènes ça aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, tu avais deux choix. Soit chez Nintendo, pas Nintendo, pardon. Soit chez Sony ou Microsoft, un offre la rétrocompatibilité, l'autre non. Donc Nintendo avait, je pense, le choix de pouvoir l'offrir ou non sans se faire rentrer dedans, tu sais, d'une certaine façon. Moi, je pense qu'ils vont se faire rentrer dedans, par contre, à cause de ça. Ça serait très dommage qu'ils ne supportent pas aucune rétrocompatibilité, même pas les jeux numériques que vous supportez. Moi, je serais très déçu parce que, Wii U, mon gamepad est pété. Hein. Puis j'ai beaucoup de mes jeux qui sont numériques. J'aurais vraiment, vraiment aimé avoir une rétrocompatibilité des softwares en numérique. Je serais très déçu. Ça va peut-être venir. Regarde, moi, je pense qu'ils devaient quitter l'architecture pour rendre la chose plus facile pour les développeurs pour faire un jeu pour plus qu'une console. Mais bon, regarde, on verra. Peut-être qu'ils vont permettre
par une magie de mettre ton disque à quelque part puis l'importer après ça en version numérique. Je sais pas. Je sais pas. J'ai aucune idée. Ça aurait été s'il y avait eu soit un lecteur disque en accessoire ou directement dans la station d'accueil. Tu sais, il est assez épais, il aurait pu rentrer un lecteur disque dans la station d'accueil, ça aurait été cool. Mais bref. Fait que ça, c'est une question qu'on ne sait pas tout à fait, mais attendez-vous pas à de la rétrocompatibilité pour ça. Ça me dérange. Ça me dérange un petit peu. J'aurais aimé ça en avoir. C'est sûr que Nintendo a un gros magasin de jeux virtuels. On va s'attendre à ce qu'ils nous vendent plusieurs jeux virtuels. Ouais, tous ceux qu'on vient d'acheter sur la Wii U, ils vont être en revente sur la Switch. Ouais. Il y a Binet qui dit « J'espère qu'ils vont garder les services online gratuits. » Ah, moi aussi. Ben, s'ils veulent aller vers du payant, il va falloir qu'ils le justifient. Ben ouais. Il va falloir qu'ils mettent l'architecture pour. Là. Oui, parce que Nintendo n'est pas les meilleurs pour avoir l'architecture la plus puissante présentement sur le marché pour ça. Puis Nintendo, tu dis, il faut sans vraie raison. Tu sais, Binek, moi je pense que Nintendo et Sony ont donné une bonne raison maintenant avec les jeux gratuits. D'abord Sony, c'est Sony qui a amené ça, mais Microsoft j'ai dit Nintendo, mais Microsoft l'a apporté aussi. Fait que maintenant, à tous les mois, vous avez des jeux gratuits avec cet abonnement-là. Donc, moi, je pense que ça aide un peu tout le monde. Tu sais, ça aide la compagnie à avoir un service de qualité. Ça aide certains petits studios à mettre des jeux en avant-plan grâce à ces ententes de jeux gratuits-là parce que eux, ça leur rapporte des revenus. Si je pense à Chariot, qui a été lancé gratuit sur Xbox Live, ou Rocket League, qui a été lancé gratuit sur PlayStation 4. C'est des jeux qui n'auraient pas connu le succès qu'ils ont connu s'ils n'avaient pas nécessairement été lancés gratuits au départ. Ça aurait été plus difficile pour eux. Effectivement. Ouais. Puis finalement, je trouve que ça aide un peu tout le monde. Puis les joueurs ont plus en valeur de jeux donnés dans les jeux gratuits que ce que coûte l'abonnement. Fait que soit 60$ pour Xbox, puis 70$ maintenant pour PlayStation. Fait que si Nintendo arrive avec plusieurs services intéressants sur la console, puis qu'on nous donne des jeux gratuits aussi, ben moi, que ça soit payant, ça me dérange pas. C'est pas la fin du monde. Mais voilà. Mais il faut que ça soit justifié. Comme je dis, il faut que ça soit justifié. Est-ce qu'on va pouvoir streamer dessus? Quand on parle de stream, on parle des applications de streaming YouTube, Hulu et Twitch. Tu sais, des services qu'on regarde. On le sait pas. Combien de stockage interne qu'elle a? Probablement 32 GB de stockage interne. C'est ce qui est leaké, on va en parler tantôt. Mais là, c'est pas la même chose. C'est pas pour réinstaller des jeux tout le temps. Les jeux viennent sur des cartouches, des petites cartes. Si on peut acheter juste les jeux physiques comme ça, l'espace ne se remplira pas. Mais comme en même temps, c'est 32 GB. Tu sais, les tablettes aujourd'hui, 32 GB, là, c'est comme le modèle de base. Tu vas pas super loin avec ça quand tu installes des jeux. Hein. Non. Fait que, mais en même temps, tu sais, moi, je pense qu'on se rapproche vraiment de ce modèle-là. Tu sais, gardez tout le temps à l'idée que c'est une tablette. Fait que c'est ça. Fait que moi, écoute, ça va être encore je suis sûr que tu vas être capable de mettre une clé USB comme la Wii U en ce moment. Ouais, d'ailleurs, on le sait pas, mais je serais pas inquiet qu'on puisse encore supporter un disque dur externe ou des cartes SD. Tout ça. Ça, on l'a pas vu, mais je serais pas surpris qu'il y ait un espace pour ça. Les cartes SD standards, là, évidemment. Quels jeux qui s'en viennent pour ça? Oh, il y a une grosse liste. Zelda, évidemment. Ouais, il y a Zelda qui est déjà confirmé. Ça, Breath of the Wild, si on le savait, ça va être disponible en mars au lancement du jeu en même temps. Un truc que j'ai hâte de voir, c'est le comparatif graphique entre Zelda sur Wii U et Zelda sur Switch. Parce que la Switch, elle va peut-être être plus puissante, mais en même temps, ça reste un appareil mobile. Mais moi, Où est-ce que je m'en vais? Je pensais qu'au départ, on parlait de la Switch comme étant la plateforme de développement principale pour le jeu, puis qu'après, il avait été downscale pour la Wii U, mais on verra. Ouais, j'ai hâte de voir. C'est pas confirmé encore. Moi, j'ai vraiment hâte de voir le comparatif graphique, puis ça vient vite, là, c'est le mois de mars. Au mois de mars prochain. C'est ma fête au mois de mars en passant, gang. Ouais, ben moi aussi, hein, gang. Ouais, moi je dis ça de même. On dit ça de même. Un petit piton, Tonation.
Au mois de mars prochain. Pas de My Nintendo Switch. Ouais. Des jeux de... Il y a plusieurs partenaires qui ont été confirmés, de Activision, Ubisoft, Square Enix a été confirmé, Bethesda aussi. Bethesda, c'était cool. D'ailleurs, dans la présentation, on voit une vidéo, une partie à un moment donné de Skyrim Remastered. Puis à la fin du vidéo, je peux peut-être ramener juste pour vous montrer. Hein. Je vais mettre ça plein écran, vous allez voir. Ah, fuck. Rip. Non, à la fin du vidéo, quand on est là, on a les marques des compagnies participantes du vidéo. Oh, j'ai pas mis la bonne scène. Bon, voilà. Les marques participantes, puis Bethesda est là. Ça veut dire que c'était vraiment un jeu de Bethesda, fait que c'est probablement Skyrim de ce que les gens ont reconnu, puis un jeu propriété NBA. Ça veut dire qu'il y a un jeu de NBA probablement qui s'en vient là-dessus. Fait que ça, c'est un autre truc que je trouvais bien intéressant. Anthony. Oui. Rumeur technique. Oui. C'est intéressant de voir un peu ce dont on parlait, mais regarde, on a parlé justement de la Nvidia Shield. Les spécificités ressemblent beaucoup justement à ce qu'on voit sur la Nvidia Shield Pro qui est disponible sur le marché. Oui, c'est pour ça qu'on leur faisait une référence tantôt, puis que je pèse beaucoup sur le mot depuis tantôt pour dire que c'est un appareil mobile. On parle de 1 teraflop par cycle, ce qui est à peu près la moitié de la puissance d'une PS4. Présentement, c'est quand on calcule en teraflop. Donc, c'est pas super puissant. C'est un appareil mobile. C'est comme je dis. Pour un appareil mobile, c'est très correct. Mais ça se comparera pas aux consoles qu'on a présentement. Fait que Nintendo arrive avec un nouveau produit qui va servir au salon, mais qui est essentiellement dans le cœur un appareil mobile. Puis j'espère que les gens vont pas la calculer puis l'évaluer comme une console de salon. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'ils vont la mettre perdante tout de suite en partant, mais c'est pas un appareil de salon, c'est un appareil mobile dans le cœur, avec un accessoire qui permet d'y jouer sur la télé. Ça me fait penser au Game Boy TV. Tu te rappelles-tu au Game Boy Player, que tu pouvais mettre tes jeux de Game Boy puis jouer sur la TV? Ouais. Le dock m'a fait penser à ça. Mais c'est le fun qui se positionne en dehors des autres consoles parce qu'encore une fois... Ouais. J'ai pas besoin d'une autre PlayStation ou une autre Xbox. J'ai besoin de quoi différent. Oui, puis le succès dans les dernières années, puis je parle pas juste de la Wii U, mais des consoles de Nintendo, les consoles de salon versus les consoles portables, les consoles portables ont tout le temps eu plus de succès. Même au moment où est-ce que la Wii avait vendu pratiquement 100 millions d'unités, la Nintendo DS, à cette époque-là, en a vendu 150. Fait que dans la génération présentement, on est à peu près à 70 millions, là j'arrondis les chiffres, mais autour de 70 millions d'unités vendues pour la 3DS. Puis on est à 11 millions, 12 millions pour la Wii U. Vraiment c'est pas surprenant qu'on voit des analystes déjà prédire du 10 millions, là, parce que si ça se vend justement comme une console portable, ça va atteindre plus des chiffres de 3DS puis de DS. Oui. Moi, je pense que Nintendo vont la vendre vraiment comme ça. C'est ce qui fonctionne au Japon, c'est leur marché premier. Et puis au Japon, ils achètent que du mobile maintenant, ou presque, en grosse quantité. Puis ça fait longtemps que Nintendo avait pas sorti de console mobile aussi. La 3DS était parue en 2011, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien, c'était en mars 2011. Je pense qu'on avait même fait un épisode spécial en podcast chez LAN2K.net à l'époque où est-ce que je travaillais avec eux, qu'on faisait le podcast de LAN2K. Ça, c'est le projet avant Épée Légendaire, ça fait longtemps. Puis on avait fait une émission spéciale pour le lancement de la 3DS, ça date de mars 2011. Fait que la console portable était due pour être changée, surtout que la 3DS ne fait plus de poids du tout face au téléphone intelligent d'aujourd'hui. Le Nintendo Switch le fait. Moi, j'ai une question par rapport à toi, puis vite comme ça, parce qu'on va sûrement revenir pour nos spéculations pour l'avenir, mais penses-tu que Nintendo pourrait, avec les mêmes accessoires, sortir des révisions de la Switch plus puissantes au fil du temps, donc une version itérative de la console, un peu comme Sony et Microsoft font présentement? Parce que je pense pas. Je pense pas. Je pense que Nintendo ira pas dans cette direction-là. Je pense que Nintendo va décider de faire différent puis de pas
de pas céder à cette nouvelle habitude-là. Oui, parce que Nvidia, eux, à partir du moment où ils vont développer des nouveaux chips, peut-être que ça lui tentera plus de produire les anciens. Puis c'est une des raisons pourquoi que... Probablement, une des raisons pourquoi que Nintendo faisait affaire avec AMD depuis des années pour les chips graphiques. Mais moi, honnêtement, j'espère que non. Je trouve que j'aime pas vraiment ce modèle-là. Regarde, c'est le fun, mais j'aimerais mieux juste qu'on puisse pouvoir rester avec la même console, puis continuer de pas avoir à réinvestir de l'argent. Regarde, je l'ai fait, là, je l'ai acheté pareil, ma Xbox One S, mais préférablement, là, si on peut rester à... Regarde, ça marche bien avec la 3DS, pourquoi pas rester comme ça? Ben, moi, j'haïs pas ça parce que c'est difficile de se comparer aujourd'hui. C'est difficile à comparer comparativement aux consoles... comment est-ce que je pourrais t'expliquer? C'est difficile comparativement aux téléphones intelligents. Puis comme c'est une console mobile, elle va se comparer directement avec les téléphones. Il faut qu'elle compétitionne ce marché-là. T'as raison. Fait que si tu peux pas la remplacer, exemple, il en sort un modèle à tous les 2 ans, puis où toi tu décides de la remplacer sur la deuxième itération de remplacement, tu sais, genre t'en sautes une à toutes les fois. Fait que tu remplaces aux 3 ans essentiellement. C'est peut-être pas si pire que ça. Tout ça dépend évidemment du prix qu'on va nous vendre la patente. Qu'on ne sait pas. D'ailleurs, on n'a aucune idée du prix. Peut-être que dans le fond, l'écran, ben, c'est juste un cellulaire. Ah, peut-être. Que tu peux prendre, puis switch, puis mettre une autre console dessus. Ben, moi, c'est un peu ça que je spécule, puis j'ai l'impression cet appareil-là pourrait être remplacé très, très facilement. Je comprends ce que tu veux dire. Puis qu'on réinstalle les jeux qu'on veut, puis on continue à jouer. C'est peut-être, on le sait pas, puis c'est peut-être même un système, une variante du système Android qui tourne là-dessus. Ouais, parce que c'est déjà compatible avec le matériel que Nvidia fait dans ces gammes-là. Avec cette architecture-là. Ça pourrait être un autre set, mais je les conseille pas de prendre un autre set. Mais plus je regarde l'écran, plus j'ai l'impression d'avoir un téléphone entre les mains de 2 joysticks. Ouais. C'est fou. Ouais. Ouais. C'est drôle parce que il y a plusieurs personnes qui ont des... Tu sais, ça existe des joysticks pour les téléphones. Les gens n'achètent pas d'habitude. Puis moi, j'ai lu des commentaires de certaines personnes qui disaient, ben Nintendo, ils sont caves. Parce qu'ils font juste des accessoires finalement, puis ils te vendent la tablette avec. Sauf que un téléphone, ça sert à téléphoner, aller sur les médias sociaux, se promener, puis jouer dessus une fois de temps en temps. Fait que quand tu joues une fois de temps en temps, t'as pas le goût d'investir pour t'acheter des accessoires. Si tu achètes une console de jeu, c'est parce que tu veux jouer avec. Si les accessoires de jeu viennent avec, c'est pas pareil. Puis s'ils sont faits pour snapper dessus, ben, tu as une expérience pas mal plus solide que de coller des sticks pas boches sur ta manette ou utiliser un truc avec un support justement un peu bric-à-brac puis que ça fait une connexion Bluetooth Mais je trouve ça bizarre comment sur certaines photos, l'écran a l'air plus long. Puis sur d'autres photos, il a l'air plus large. Ouais, je pense que c'est vraiment... Je pense que c'est une question de perspective, mais j'ai l'impression que c'est un écran 16:9, c'est pour que le ratio fit sur les grandes télé standards. Fait que pour une tablette, un 16:9, ça fait large. Ça fait un peu plus large que haut. Là, ça fait un peu spécial quand même. Fait que c'est quand même intéressant. Est-ce qu'on pourrait acheter d'autres docks? On le sait pas, mais ça pourrait être cool. D'après toi? Honnêtement, ça dépend. Écoute, ça dépend des prix des tablettes. Ben, moi, commencer à acheter des docks, c'est sûr qu'il va falloir acheter d'autres tablettes. Moi, j'aimerais ça avoir un deuxième docking station pour en installer un ici, puis un au bureau. Ou un, exemple, j'en ai un dans le salon, un docking station dans le salon, puis j'en ai un dans mon bureau ici où est-ce que je fais le podcast. Je peux m'asseoir dans le salon, puis jouer dans le salon avec les enfants. Puis quand je veux streamer sur Twitch du Nintendo Switch, je viens l'installer ici dans la station d'accueil. Pas besoin de déplacer le matériel puis les fils. J'aimerais ça avoir la possibilité d'acheter un deuxième dock, moi. Fait que ça, c'est assumé que dans le dock, il n'y a rien d'autre qu'un processeur qui permet de transférer l'image de la console à la télé. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai évoqué en jasant avec le monde, que ça pourrait être une possibilité, mais je pense pas. C'est une technologie qui coûte cher, puis connaissant Nintendo qui veulent tout le temps garder leur console à un certain prix, abordable avec pour que ça soit achetable finalement. J'ai pas l'impression qu'ils vont aller vers une technologie comme ça, ce qui est un peu dommage en même temps d'une certaine façon, mais ce qui serait logique dans le type de marché qu'ils veulent aller chercher. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir avoir un dock au chalet, un dock au bureau, un dock à la maison. Ah oui, après ça, tu fais juste partir avec ta tablette finalement, puis tes manettes, puis tu mets ça dedans. Puis tes petits accessoires, tes petites cossins. J'espère qu'elle va être rigide aussi, parce que comme je disais, moi, mes enfants ont pété l'autre. Alors, remarque que je lui laisse, mes Surface 2 ont eu 3 ans.
Puis les enfants, c'est la tablette des enfants maintenant, puis ils l'ont pas cassé encore. Elle a tombé sur le béton une couple de fois dans le sous-sol. Mais elle est quand même rigide. C'est quand même intéressant. Est-ce que la Switch va avoir un service cellulaire? On le sait pas. La Vitol n'avait déjà eu un. Avec une entente avec AT&T, tu te rappelles-tu? C'est vrai. Oui, je me rappelle. Il avait vendu. Puis il la vendait un peu plus cher aussi que la version Wi-Fi. Ouais, non, tout à fait. La batterie. Moi, je pense que la batterie. Les gens spéculent sur la batterie. D'après moi, ça va être 3-4 heures maximum. Ce qui est le temps de gaming d'une Nvidia Shield quand tu joues dessus à des jeux vidéo, quand tu t'en sers pour ça. C'est une tablette, il n'y a pas de magie, hein? C'est une tablette avec un chip Nvidia puis un système d'exploitation puis un jeu vidéo qui sollicite les pièces, sollicite le GPU, sollicite le CPU, la RAM. Il n'y a pas de magie. Quand vous allez avoir joué 3 heures sur la batterie, 3-4 heures, ça va être le temps de la charger, je suis pas mal sûr. Ah oui, c'est clair. À moins d'avoir mis une batterie monstrueuse dedans, vraiment grosse, mais là, ça rendrait l'appareil beaucoup moins fin puis beaucoup moins agréable à utiliser. Ah ouais, non, oublie ça. Mais d'après moi, là, ça ne dépassera pas 4 heures d'autonomie. Puis là, j'ai de l'air peut-être super négatif, là, mais on est vraiment juste en train de décortiquer comment est-ce que ça va être. En fait, là, ça paraît pas, mais je suis super excité par ça. Ah, moi aussi. Écoute, j'ai vraiment hâte. C'est la première fois que j'ai des amis qui sont comme excités par des consoles de Nintendo aussi. Genre, j'ai plein d'amis, j'avais dit, hey, checker la Switch, qu'est-ce que vous en pensez? Puis ils sont comme, ça doit bien l'air nice, je pense que je vais m'en acheter une. Puis je suis comme, oh ouais, wow, ok, c'est... D'habitude, c'est du monde qui sont comme, ok, let's go Xbox, PS4, puis Wii U, ça a toujours été comme plus pour les enfants. Puis là, tout le monde a l'air d'être comme, ça doit bien l'air cool, on the go, comme ça, pouvoir jouer vraiment en tout temps. Il aimait beaucoup le concept, puis voir les jeux qui jouaient dessus aussi. Surtout le nouveau Mario, là, ça a l'air pas mal cool. Ouais, apparemment que c'était pas des vraies images de jeu, par contre. Ah non? Non, c'est ça qu'ils ont dit. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça un petit peu pour s'échapper. Mais d'après moi, il y a certaines images qu'on a vues qui sont en développement présentement pour un vrai jeu de Mario. Mais c'était pas le vrai jeu comme tel. Je pense, d'après moi, c'est peut-être plus formulé comme ça. Ok, ouais, fait que toi, tu disais, qu'est-ce qu'ils ont dit sur n'assumez pas que tout ce que vous avez vu sont des jeux de Nintendo Switch. Ah, je sais pas. On va avoir d'autres nouvelles, mais on va le savoir juste après les fêtes. Moi, j'espère que oui, là, parce qu'au lancement, là, ça prendrait ça. Le niveau du désert qu'ils présentaient, ça avait de l'air super cool. Ben oui. Je peux pas croire que c'est juste cet été que ça a été fabriqué de toutes pièces, là. Je peux pas croire. Non, non, moi aussi. Puis ça faisait vraiment mais quoi qu'ils l'ont déjà fait avec le fameux démo de Zelda pour le E3. Le E3, attends, ça fait longtemps, le E3 2011, quand ils ont présenté la Wii U. Ou le E3 2010, quand on voyait des images du Zelda dans le temple là, qui se battait, qui était super réaliste. Là, c'était vraiment beau. Finalement, on n'a pas eu ça du tout. On a eu Skyward Sword, mais c'était quand même très beau. C'était quand même cool. Fait que c'est ça. Fait que, est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser comme tablette, comme deuxième écran pour jouer sur la télé? Non. Ouais, c'est juste un écran à la fois. Non, c'est déjà répondu. C'est déjà, ok. Ouais. Fait que, parce que quand on la met sur la station d'accueil, elle s'affiche automatiquement sur l'écran. Fait que elle va pas, la tablette ne pourra plus servir. D'ailleurs, la station d'accueil, quand on la met dedans, on le voit, elle est cachée. Elle est complètement cachée. L'écran est complètement masqué. Fait que c'est quand même intéressant. Nvidia qui ont confirmé qu'ils travaillaient sur le chip. C'est Nvidia qui fait le chip graphique de cette console-là. Est-ce que tu une bonne nouvelle? C'est pour ça que tout de suite, je suis allé voir, me rafraîchir le prix de la Nvidia Shield pour voir un comparatif de à quoi ça tombe. Ouais. Puis moi, on peut en parler vite, mais la Nvidia Shield, c'est quoi? Autour de 350$ normalement? Ouais, ben c'est ça. C'est 299 US, donc 350 à peu près. Ouais. Fait que tu rajoutes le prix de l'équivalent de quelques accessoires. Avec le Shield, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une manette, je pense, qui vient avec le Shield quand tu l'achètes? Il y a le Shield puis la tablette, la manette, dans le fond. OK. Fait qu'il y a une manette. Dans le cas de Nintendo, plus la manette, on ajoute une station d'accueil qui vaut probablement autour de 50$. Fait qu'on tombe à un produit qui coûterait peut-être autour de 400$. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais moi j'avais dit ça va être 350 US, puis ça va ressembler plus à 450 canadiens. Ouais, probablement dans ces eaux-là. Je serais pas surpris non plus. Ce qui fait cher, qui est un appareil. Ça fait les deux, là. Ça fait les deux, on s'entend, mais ça fait cher. Penses-tu qu'on pourrait vendre la Switch toute seule avec les Joy-Con, tu sais, les manettes, puis qu'on vende la station d'accueil en accessoire seulement? Si on la vend comme un appareil mobile?
Je serais bien surpris. Je serais pas surpris, moi. Dans le Ah sens ouais, pour comment ça? baisser le prix de la console, le coût d'entrée. Ou qu'on vende un kit, exemple, juste à 300$, quand tu as juste la tablette, puis à 400$, tu as le kit avec la station d'accueil. Je spécule là, sur les prix. Hein. Moi, je pense pas qu'ils Qu'il y vont aurait comme vendre deux sans versions. station d'accueil. Ouais. Je pense pas, ça m'étonnerait bien gros que les... Moi, je pense que la station d'accueil va être nécessaire pour tout, là. Je pense que ça va être pour le charger, ça va être... Je pense que ça va être primordial. Ça va te la prendre pour avoir la console. Ouais. Mais comme je te dis, je serais vraiment pas surpris. Parce que si Ok. on arrive à 400 ou 450$ pour le prix de la console, c'est très élevé. Ouais, c'est là, très élevé. dans ces prix-là, tu te bats exactement au même prix face à face à des PlayStation 4 Pro, puis à une Xbox One S présentement, qui est moins cher que ça, qui est beaucoup moins cher que ça, qui est 350. Comment tu fais pour être capable de ramener, c'est pas juste amener les gens à ta plateforme, c'est de les ramener à ta plateforme parce qu'ils t'ont boudé pendant la dernière génération. Ouais, je sais pas. Écoute, ils ont positionné la Wii U à 350. Puis les Japonais, ils ont un petit peu de la misère à s'adapter, à faire des changements. Là. Si on décidait que c'était ça, je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à vendre la console à perte. Fait que je suis convaincu que ça va être 450. Ouais. Mais moi, Je suis convaincu. Puis Je sais que c'est justement- pas une bonne idée, mais Mais c'est ça, mais justement, pour pas la vendre à perte, puis pour pas la vendre trop cher, je pense qu'ils pourraient faire comme Microsoft ont fait après la Xbox One, puis séparer la Kinect puis la console, dans le cas de Nintendo, la station d'accueil. Puis vraiment la axer comme étant un produit mobile que vous pouvez utiliser dans le salon accessoirement, si vous voulez. Je serais pas surpris. on verra. Ouais. On verra. Mais on spécule. Exact. Penses-tu que ça va marcher? Je pense que ça va marcher, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont chercher à remplacer leur 3DS dans les prochaines années. Puis je m'excuse, mais c'est pas vrai que les plateformes mobiles t'offrent la même expérience que les consoles mobiles. Je suis Non. vraiment pas d'accord. Non, moi non plus. Puis ils vont continuer de sortir des jeux que tout le monde va acheter puis qui pourront seulement être joués sur les consoles portables comme les Pokémon, comme les Yokai Watch, comme tous les jeux exclusifs qui sont sortis exclusivement là-dessus. Là. Ouais. Puis c'est pour ça que, tu sais, tantôt je disais que c'est un appareil mobile, on la compare beaucoup avec une tablette parce que au cœur c'est une tablette, mais c'est une tablette qui est fournie avec ses accessoires pour gamer. Oh, ouais. Puis qui s'attache directement sur l'appareil. Fait qu'on a vraiment une expérience qui est beaucoup plus console portable qu'une expérience tablette. Je me vois pas assis avec juste le tactile puis jouer avec. On sait même pas s'il y a du tactile avec. Je serais vraiment surpris qu'il n'y en ait pas du tactile. Ça serait une erreur de pas mettre du tactile là-dessus sur un grand écran comme ça. Mais on va vraiment avoir une expérience de tablette, une expérience de console portable. Fait que tu sais, au moins l'expérience de gaming devrait être au-dessus de les tablettes standards, tu sais. Mais comme la Nvidia Shield, essentiellement, la Nvidia Shield, tu peux jouer, elle vient avec une manette, donc ça sert avec une manette, sauf que c'est un système d'exploitation qui est Android, qui est modifié pour être axé sur le gaming, mais c'est pas un système d'exploitation qui n'est fait que pour faire du gaming. Je pense pas qu'on va faire du Facebook puis du Twitter sur la Switch. Ah, ça m'étonnerait aussi. Ouais. Ça va être une tablette, mais ça va seulement ressembler. Le reste, ça va être... le système d'exploitation va être complètement différent. Ouais, parce que peut-être, sinon, ça va peut-être devenir trop complexe. Ah ouais. Mais en même temps, si c'est un cœur Android qui fait tourner la patente, parce que, comme on disait tantôt, c'est un chip Nvidia, donc ça serait pas nécessairement une erreur, mais ça serait beaucoup de travail de développer un système d'exploitation complètement différent pour le faire fonctionner avec le chip Nvidia, le chip T'as raison. mobile. Je serais pas surpris que le cœur du système, ça soit un cœur Android qui est en dessous de ça. Peut-être bien, Nintendo qui se rapproche tranquillement de Google. Ce qui serait donc probablement très facile il y a deux raisons à ça, c'est que aussi l'expérience qu'on appelle AOSP, donc vraiment la partie open source de Android peut être utilisée par tout le monde, pour autant qu'ils ne vendent pas de tablettes qui ont une entente avec Google, tu sais. Fait que, comme Nintendo n'a pas d'entente avec Google, peuvent réutiliser le projet AOSP pour développer leur propre système d'exploitation. Ce qui veut dire que cette console-là serait très facilement routable, qu'on pourrait la router, puis faire rouler des applications Android dessus. Mais là, c'est toute la spéculation, c'est pas ça qu'on dit. On dit pas que ça va être ça. Mais moi, je regarde le côté technique de la patente, puis ça me fait penser à ça en tabarouette.
Je comprends ce que tu veux dire, mais écoute, si on continue sur les specs, là, je sais pas si tu avais lu aussi, la même personne avait rapporté du gaming en 4K à 30 FPS. Oui, j'ai vu ça. Mais ça, T'as c'est... vu ça passer. Ouais. Sauf que ça, c'est tout le temps à prendre avec des pincettes, hein. Parce que quand on dit qu'on peut faire du gaming avec un appareil, même les consoles d'aujourd'hui pourraient rouler du 4K à 30 FPS s'ils voulaient. Sauf que tu n'aurais vraiment pas beaucoup de détails dans ton jeu parce que les gens oublient tout le temps de... lorsqu'ils parlent de résolution, oublient tout le temps de mettre en relief qu'il y a une question de quantité de détails puis de physique à gérer à l'intérieur. Fait que tu peux jouer... Tu pourrais jouer du 4K mais afficher juste 4 couleurs, tu sais. Ouais, je comprends que j'exagère l'exemple, mais essentiellement, c'est ça. Fait qu'on pourrait le faire. Donc, cette machine-là, est-ce qu'elle peut faire du 4K? Fort probablement. Est-ce qu'elle va pouvoir l'afficher sur une télé 4K? Ça, c'est une autre chose. Est-ce que la station d'accueil est capable de faire l'extrapolation vers le 4K? Probablement. Est-ce que ça va être un vrai 4K natif avec full détail et tout? C'est sûr que non. Mais c'est des chips qui sont très puissants, qui sont capables d'être affichés sur des résolutions quand même assez élevées, tu sais. Parce que sur les tablettes d'aujourd'hui, ça roule avec des résolutions assez élevées. Mais on n'aura pas, même si, exemple, tu as un jeu qui est natif 4K, tu n'auras pas la même quantité de détails que tu peux avoir avec un projet Xbox, PlayStation 4 Pro ou Xbox Scorpio. Ou un PC. C'est sûr. Un PC c'est sûr. Ouais. Mais c'est un appareil mobile. C'est juste normal. je mets l'accent là-dessus parce que je trouve que c'est juste normal. Ouais. Quand même, mais je suis quand même excité. Dernière chose, tu voulais nous parler justement de l'action de Nintendo parce qu'à l'annonce de la Switch, l'action de Nintendo avait baissé un peu. Avait baissé à peu près 6%, 6,5%. Ouais, au départ, c'était 6%. Là, c'était rendu à 10% quand le marché est fermé en date de... En fait, excuse-moi, quand le marché s'est ouvert lundi matin. Donc, qui est hier, techniquement, pour le Japon. Donc, qui est hier soir, dans le fond, pour le Japon. Quand même une grosse drop de 11%. C'est pas trop inquiétant parce que, dans le fond, tout ce que ça veut dire, c'est que, oui, les investisseurs sont pas super positifs par rapport à l'annonce, mais en même temps, ceux qui ont investi dans l'action Nintendo ont quand même fait 48% depuis le début de l'année. Fait que c'est pas... Financièrement, c'est une meilleure année pour eux que prévu grâce aux investisseurs, pas parce qu'ils vendent des consoles. Comme là, vois-tu, on avait ouvert la page de l'action de Nintendo en direct sur la bourse de Tokyo. Puis on est en augmentation de 1,54% parce que la bourse de Tokyo est ouverte depuis 1 heure environ. Ouais, exact. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est toujours curieux de voir comment les investisseurs réagissent. Moi, j'ai vu plein de gens, les amateurs de jeux vidéo, qui étaient super positifs par rapport à l'annonce, mais c'était bizarre de voir que c'était l'effet contraire chez les investisseurs. Ouais. Dernière nouvelle, tu voulais nous parler des profits de Nintendo? Oui, tant qu'à être dans Nintendo, ça m'a fait un petit peu rigoler parce que il y avait une annonce qui rapportait que Nintendo avait fait des profits qui avait augmenté ses profits de 160% par rapport à l'an dernier. Puis c'était une histoire qui est quand même cool, c'est que en 1992, le troisième président de Nintendo qui s'appelait Hiroshi Yamauchi, il avait acheté les Mariners de Seattle, l'équipe de la Ligue majeure de baseball. Donc c'est un peu dans un élan de générosité pour empêcher le baseball majeur de délocaliser l'équipe parce que, dans le fond, Nintendo of America était voisin de Seattle puis était basé à Redmond. Donc, un petit peu pour leur donner un coup de main et s'assurer du futur de la franchise, il avait acheté les Mariners. Et puis, dans ce temps-là, il avait acheté l'équipe pour 124 millions. Et puis aujourd'hui, ils ont vendu leur part dans la concession pour 661 millions, en gardant aussi 10% des parts de la compagnie. Si tu regardes le rendement, là, c'est un achat qui était fait en 92, donc c'est un rendement d'à peu près 18% par année. Tu parles d'un rendement de 18% à n'importe quel investisseur, il va être pas mal satisfait. Donc, par année, oui, c'est excellent. C'est excellent. Donc pour un petit geste qui était comme un élan de générosité, finalement, ça s'est matérialisé un beau profit pour la compagnie qui a vendu une partie de ses parts. Là, ça s'est conclu la vente en date de août.
Donc, ça donne un beau coup de main aux chiffres de Nintendo cette année. Donc, c'est quand même drôle de voir que ça n'a pas de lien vraiment avec la console, mais que des fois, faire des investissements intelligents, ça peut donner un beau coup de main, puis ça peut permettre à une compagnie de supporter des pertes sur d'autres années. Ce qui est cool aussi, c'est que ça a un peu ouvert le marché de la Ligue majeure de baseball au Japon, parce que quelques années plus tard, il y a un joueur japonais super connu, qui est Ichiro Suzuki, qui a fait partie de l'équipe des Mariners, qui est devenu un membre du Temple de la Renommée. Donc, ça a comme un peu ouvert le marché sur un nouveau... ça a ouvert un nouveau marché, dans le fond, pour la Ligue majeure de baseball. Puis depuis ce temps-là, on voit quand même beaucoup de Japonais dans la Ligue, puis c'est le fun. C'est très positif. Donc, je sais que ça n'a pas de lien direct avec le gaming, mais je trouvais ça intéressant comme histoire. Oui, les Japonais qui sont grands fans de baseball, hein, aussi. Exact. Ouais. C'est 18% par année, c'est vraiment excellent, surtout dans le cas que c'est une équipe sportive, parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Les Mariners, quand ils les ont achetés, ça allait pas bien. Donc, ils ont acheté à très très bas prix, fait que ça a bien tourné pour eux. Fait que, voilà. Hey, c'est déjà tout. Juste conclure comme ça, je suis vraiment excité, moi, par la Switch. Sérieusement. Tantôt, j'avais de l'air comme très dur dans mes commentaires, mais pour moi, j'étais dû pour avoir une vraie bonne console mobile comme ça. Puis je suis super content de voir cet accessoire-là pour que je puisse jouer sur la TV. Je trouve que c'est une excellente approche pour deux raisons. Un, on réussit à se différencier de Sony et Microsoft à leur manière. Et la deuxième des choses, c'est qu'on le fait de la bonne façon. On le fait pas en essayant d'avoir une jouabilité différente, parce que essentiellement la façon de jouer à la console va être la même. Va être la même que sur une console portable, ou elle va être la même que sur une console de salon, parce que vous allez avoir des manettes standards. Fait qu'on le fait, l'expérience pour les développeurs, elle va rester essentiellement la même. C'est l'expérience de la machine qui est différente pour l'utilisateur. Mais pour le développement du jeu, ça change pas. Fait que je trouve qu'on fait cette différenciation-là chez Nintendo exactement comment on aurait dû faire la Wii U. C'est la bonne manière de le faire. J'espère juste que le système d'exploitation en dessous va être bon et que ça va être une console qui va avoir une excellente durée de vie. Moi, j'espère surtout qu'il y aurait beaucoup de jeux au lancement pour donner un élan à la console qui en a manqué à la sortie de la Wii U, là, avec Rayman Legends qui était tombé, puis Pikmin 3 qui était pas prêt au lancement. Donc, écoute, si Zelda puis Mario Kart, Splatoon sont tous prêts au lancement, ça va être très beau aussi. Ouais, non, tout à fait. Je pense qu'on y travaille activement et c'est pour ça que j'aimerais que Nintendo utilise une base Android en dessous pour faire tourner cette machine-là, pour faire tourner cette architecture-là, parce que de cette façon-là, les développeurs vont avoir beaucoup plus d'outils déjà existants pour développer leur jeu. Puis ça va rendre le développement plus facile pour eux, plus facile pour tout le monde. Puis plus de jeux en quantité, parce qu'à ce moment-là, si tu as des outils comme ça pour ton système d'exploitation, pour ta console, pour ta machine, ben ça veut aussi dire que ça ouvre la porte de manière beaucoup plus facile pour les développeurs indépendants. Puis rajouter une grosse quantité de jeux. Ah ouais, il faut qu'il soit facile à développer pour s'assurer que ça fait que les compagnies n'aient pas un coût trop élevé pour porter leur jeu sur la console. Oui, le côté software, là, si c'était vraiment un Android open source qui est en dessous, pas la version de Google, mais la version AOSP, ça veut dire mise à jour plus facile, puis compatibilité beaucoup plus simple pour les développeurs. Donc, plus grande quantité de jeux en meilleure qualité pour cette console-là. C'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. C'est exactement ce qu'on Mais écoute, moi aussi, je suis excité. Je me suis déjà inscrit pour les alertes de précommande sur Amazon. Wow! Donc, on attend impatiemment. J'ai rien fait encore. Moi, tout ce que j'ai fait d'intelligent aujourd'hui, c'est de prendre un rendez-vous pour faire changer les pneus de ma voiture. C'est quand même plus intelligent que moi. En tout cas, bref. Hey, Anthony, c'est déjà fini. Si les gens veulent te rejoindre cette semaine, où est-ce qu'ils vont? Ben, sur Twitter, à commercial Gravel 15. J'ai ma page Facebook aussi, Anthony Gravel. Sinon, sur Geeks.com, vous pouvez aller lire mes articles. J'ai ma critique de Eagle Flight aujourd'hui. Ma première critique VR, yeah! Nice. T'as apprécié? Donc, oui, j'ai bien apprécié. C'est comme je mentionnais en intro, là, c'est le fun d'avoir une expérience plus complète, là, qu'il y a des tech démos que j'ai pas arrêté de jouer récemment. Là, c'est un peu décevant. Mais même si j'ai eu un petit peu... parfois la nausée, là, c'était pas mal moins pire que des jeux comme Project Cars, par exemple. Ouais, ok, excellent. Et toi, Max? Mais j'allais dire, puis ça, Project Cars était un projet qui
ce qui me tentait le plus dans la VR, puis après vraiment que c'est ce qui est de pire pour rendre malade les gens. Fait que, ouais, je suis malade. J'ai reculé, moi, avec Drive mon Club mal de aussi, mer. hein, d'ailleurs. Voilà. De mon côté, c'est facile. Si vous voulez me rejoindre, c'est TrembléMax sur Twitter. C'est là que je me tiens pas mal toujours. Mais sinon aussi, je vous invite à venir faire un tour sur notre serveur Curse de l'épée légendaire. Donc évidemment, comme à l'habitude, le lien du serveur Curse va être publié dans les notes de la balado. Sinon, vous pouvez me trouver sur maxtremblay.tv qui mène directement sur Twitch twitch.tv TrembléMax, je suis tout le temps là, toute la semaine. Notre site web, épélégendaire.com, où est-ce que vous pouvez trouver tous nos archives de toutes nos critiques et évidemment tous les podcasts récents. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ou écouté le podcast avec nous cette semaine et on vous donne un rendez-vous la semaine prochaine, on l'espère, pour un autre podcast de l'épée légendaire. Au revoir tout le monde. Bye. Ciao.